Donc, je propose de commencer. Je vais dire juste quelques mots. Je suis Mika Magalès de la Fondation Gulbenkian et je tiens à vous remercier d'être là ce soir. Nous sommes, je crois, plusieurs dizaines, peut-être centaines de personnes ce soir. C'est notre premier séminaire webinaire en partenariat avec la revue Esprit, et il s'agit d'un partenariat qui commence aujourd'hui et qui, dans les prochains mois, proposera des initiatives similaires. Je tiens tout d'abord à remercier à Michael Fossel. Je crois que c'est la deuxième fois que Michael est à la Fondation Gulbenkian. Je tiens à le remercier d'avoir accepté à participer dans cette rencontre, une conférence qui était prévue pour le mois d'avril, mais qui, en raison de la pandémie, on a dû changer les dates. En tout cas, le sujet reste d'actualité, peut-être un peu plus même. Est-ce que les démocraties sont effectivement faibles? Et malgré l'annonce du décès de la démocratie, quelque chose qu'on entend parler depuis les dernières années, derniers mois, de façon un peu plus insistante, nous constatons que pendant la crise sanitaire des dernières semaines, les réponses plus efficaces nous ont été fournies par certaines démocraties. Je parle bien évidemment de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de Taïwan, de la Nouvelle-Zélande. En fait, la plupart des pays de l'Union européenne ont su répondre à la crise. Mais bref, c'est un riche sujet pour la prochaine heure et demie. Je tiens à remercier bien évidemment Anne-Lorraine Boujon, directrice de la revue Esprit, d'avoir accepté cette collaboration et bien évidemment à son équipe. Et je passe la parole à Anne-Lorraine Boujon qui va nous présenter Michael Fossel. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup à Miguel Magalès pour ces mots d'introduction et à la Fondation Carlos Gulbenkian de leur invitation. Comme Miguel Magalès nous l'a dit à l'instant, ça fait un moment que l'on voulait monter quelque chose ensemble, la Fondation Gulbenkian et la revue Esprit, et je suis très heureuse qu'on arrive à initier ces rencontres aujourd'hui. Voilà, malgré la pandémie, malgré le confinement, on souhaitait organiser quelque chose ensemble parce que je pense qu'on partage avec la Fondation une volonté, un certain nombre de sujets d'interrogation sur le monde qui vient, dans un esprit partagé d'humanisme, de pluralisme et un esprit européen et international. Donc, je vous disais, malgré l'épidémie, malgré le confinement, on a réussi à organiser cette conférence avec ses aléas techniques, mais c'est un mal pour un bien. On aurait beaucoup aimé se réunir vraiment, avoir un auditoire en chair et en os. Mais grâce à cette technologie, ça nous permet aussi d'accueillir des gens qui peut-être ne sont pas parisiens et qui d'habitude ne peuvent pas participer à nos rencontres. Et donc, on est très heureux de voir que les gens se sont inscrits en grand nombre. Alors, non seulement on est très heureux de démarrer ce cycle de conférences, mais on est très heureux de commencer par cette invitation qui a été lancée à Michael Fossel de parler avec nous et de s'interroger, se poser la question, les démocraties sont-elles faibles ? Alors, Michael Fossel, pour le présenter en un mot très rapidement, certains d'entre vous le connaissent sans doute. Michael Fossel est philosophe, il est professeur à l'école polytechnique et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, mais je vais peut-être juste vous mentionner les titres qui me semblent consonner de manière particulière avec ce moment que nous sommes en train de traverser. Alors, aux éditions du Seuil, en 2012, le livre « Après la fin du monde ». Au Seuil, en 2015, « Le temps de la consolation ». Puis « L'avenir de la liberté » au PUF en 2017.
Et enfin, le livre qui va se retrouver au centre de nos discussions ce soir, Récidive 1938, qui a été publié au PUF en 2019. Alors, si Michael est prêt à nous parler et si son micro est rallumé, je vais commencer par lui poser une série de questions et puis cet entretien entre nous durera, je pense, 30 à 35 minutes, après quoi la parole sera à notre auditoire avec la possibilité donc de nous envoyer des questions dans la fenêtre de conversation qui se trouve à droite de votre écran. Comme on a tous passé beaucoup de temps sur Zoom toutes ces dernières semaines, je pense que chacun saura trouver cette fenêtre où nous poser des questions. L'événement est aussi diffusé sur Facebook et sur YouTube. Et si vous voulez nous poser des questions sur Facebook, nous essaierons de toutes agréger pour pouvoir les adresser à Michael Feussel. Alors, venons-en au fait. Les démocraties sont-elles faibles? Alors, Michael Feussel, vous avez écrit, j'en ai parlé à l'instant, écrit en 2018 et publié en 2019 un ouvrage intitulé Récidive, dans lequel vous proposez une forme de voyage, un voyage dans le temps et en l'occurrence un voyage dans la presse française de l'année 1938 et ce qu'on y découvre quand on observe 1938 depuis 2018, puisque c'est une chose que vous dites très clairement dès l'introduction, vous avez rencontré 1938 avec le regard de quelqu'un qui vivait la situation politique de 2018. Alors, une première chose qui vous est apparue en explorant certaines des analogies peut-être entre l'année 2018 et l'année 1938, c'est qu'on était en 1938 très prompt à accuser les démocraties d'être faibles en comparaison avec les régimes totalitaires qui s'étaient armés précisément pour menacer les démocraties, tant sur le plan idéologique que sur le plan politique et même sur le plan militaire. Donc dans ce discours qui voudrait que les démocraties soient faibles, finalement la volatilité de l'opinion, la liberté de la presse, le fonctionnement du Parlement, toutes ces choses qui sont propres au système démocratique, les empêchaient, disait-on, d'opposer une défense vigoureuse à ce défi posé par le régime fasciste italien ou le régime nazi. Et c'est cette faiblesse, en fin de compte, qui aurait expliqué la défaite de 1940. Or, vous vous méfiez beaucoup de ce discours, de ce storytelling, de ce narratif, dirait-on aujourd'hui, et vous renversez la perspective pour dire peut-être que les démocraties, surtout, avaient déjà été considérablement affaiblies. Et peut-être ce discours déjà de doute ou de fatigue démocratique était-il le signe que les démocraties avaient déjà, à ce moment-là, abdiqué sur l'essentiel. Alors, Miguel nous l'a dit tout à l'heure, notre première idée en organisant cette conférence date de bien avant l'épidémie, bien avant les mesures de confinement. Et pas plus que d'autres, nous n'avons vu venir cet événement. Et d'ailleurs, à la revue Esprit, on est tout à fait persuadé qu'il faut accueillir l'événement dans ce qu'il a de neuf sans rabattre nécessairement dessus des explications toutes faites. Et pourtant, ce que vous avez écrit un an avant semble étrangement actuel, puisque ce discours sur la faiblesse des démocraties, dans le contexte de l'épidémie, on l'a vu revenir vraiment dans des termes extrêmement proches de ce que vous décrivez sur votre couple 1938-2018. On a entendu, dans le cadre de cette épidémie, dire que les démocraties n'étaient pas efficaces, que peut-être le régime totalitaire chinois s'en sortait, enfin que le régime dictatorial chinois s'en sortait beaucoup mieux que les démocraties pour faire face, que les militants du droit à la vie privée avaient tort de s'opposer aux technologies de traçage, que les opinions ne devraient pas demander de compte à leur gouvernement car ils les affaiblissaient. Enfin, précisément, on reconnaît ce discours sur la faiblesse des démocraties que vous pointez déjà dans votre ouvrage.
et l'idée que tout ça nous affaiblirait, toutes ces caractéristiques propres au régime démocratique nous affaibliraient face au danger. Alors, pouvez-vous nous dire, en pensant à cette épidémie, ce moment dans lequel nous sommes encore plongés, si vous y voyez aussi une forme de récidive du doute, de la fatigue démocratique? Merci beaucoup, merci Anne-Lorraine pour cette question très, très dense, et puis merci à la Fondation Gulbenkian de m'accueillir, même si c'est bonjour à tous et bonjour à toutes, même si c'est évidemment d'une manière un peu virtuelle qui pour le coup ne renvoie ni analogiquement ni directement à ce qu'il était possible et souhaitable techniquement de faire en 1938. Alors la question que vous posez en réalité évidemment, elle a deux dimensions. Elle a une dimension, je dirais, historique, ce que nous sommes, le diagnostic de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous avons vécu, et puis une question plus générale sur la capacité des démocraties, il faudra revenir évidemment sur le sens de ce terme, la capacité des démocraties à faire face à un événement inattendu, tout en restant, si possible, fidèles à leur inspiration juridique et démocratique. Alors, le premier aspect, par rapport à 1938, sur lequel on reviendra sans doute, c'est évidemment, comme vous l'avez d'ailleurs dit aussi, d'être fidèle à ce que Ricoeur appelait la puissance d'ébranlement de l'événement et de ne pas plaquer sur un événement qui, par définition, a une dimension de nouveauté, de ne pas plaquer sur lui des interprétations ou des schémas de pensée qui le précèdent. C'est-à-dire, en fait, il n'y a évidemment rien, ni dans mon livre, ni il n'y avait rien non plus dans mon esprit, qui soit adapté, si je puis dire, aux conditions parfaitement inattendues d'une pandémie et des mesures qui ont été prises pour lutter contre elle. Par conséquent, l'analogie cesse à partir du moment où on pourrait penser que la pandémie serait à 2018 ce que l'invasion allemande serait en 1940 par rapport à 1938. Donc il faut essayer de comprendre ce qu'est la nature de nouveauté de cet événement, en quoi elle ébranle des certitudes, des dispositifs juridiques, des habitudes. Là, évidemment, il y a quand même une dimension corporelle, puisqu'il s'agit d'une maladie. Mais là où, néanmoins, je crois que le rapport à l'histoire demeure important, c'est qu'il faut distinguer un événement, encore une fois dans sa nouveauté, et puis le cadre interprétatif à l'intérieur duquel, ou le cadre interprétatif dominant, à l'intérieur duquel cet événement apparaît. Et de ce point de vue-là, je dirais que le coronavirus n'est pas un événement qui vient de nulle part. Il n'est pas lié, je dirais, à une neutralité de l'histoire. Il est arrivé alors que nous étions déjà, je crois, globalement plutôt suspicieux à l'égard des capacités de la démocratie à envisager et à régler des problèmes de nature planétaire. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas, à mon sens ici, ce n'est pas tellement la pandémie elle-même, que les réactions qu'elle a suscitées, le type de dispositif juridique qu'elle a, en France en particulier, qu'elle a légitimé, et qui, eux, dépendent d'une certaine interprétation de ce que c'est que la démocratie, ou plutôt d'ailleurs de son impuissance, puisque je rappelle, tout le monde le sait, qu'en France, nous avons, le gouvernement, a d'emblée, comme par une espèce de mécanisme immédiat, décidé de recourir à des dispositifs d'exception, en l'occurrence un état d'urgence sanitaire. État d'urgence qui n'a de nouveau que le sanitaire, parce qu'en réalité, l'état d'urgence était déjà un dispositif juridique d'exception qui avait été mis en œuvre pour répliquer aux attentats terroristes. Alors là, pour le coup, évidemment, à partir du moment où on décrète un état d'urgence voulant dire une suspension provisoire, on l'espère, mais c'est du provisoire qui parfois dure, une suspension des règles juridiques normales de l'état de droit, eh bien, implicitement, on reconnaît que la démocratie n'est pas, pour l'instant je ne parle de la démocratie que comme état de droit, la démocratie ne serait pas en état de faire face à l'inattendu ou au bouleversant, ou à, si on prend un terme un peu massif, à la catastrophe. C'est comme si, confronté, je dirais, au tragique de l'histoire, en l'occurrence ici sous la forme hygiéniste d'une maladie, mais d'une maladie à dimension planétaire, ce qui est tout de même quelque chose d'assez inédit, je le reconnais. C'est comme donc si, confronté à quelque chose qui n'entre pas en quelque sorte dans la normalité de l'expérience, la démocratie d'emblée, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire le droit existant en quelque sorte, s'avérait comme inefficient, voire même comme étant un obstacle
à la lutte que l'on se propose de mener contre le mal. Et le mal, en l'occurrence, pour nous, ça voulait dire ici la maladie. Alors cela, je dirais, on parlera de 38 tout à l'heure, mais cela, c'est propre à 38, mais c'était déjà propre à la situation qui précédait la pandémie, précisément parce que c'est installé, je crois, particulièrement en France, même si c'est un mouvement qui est plus général, mais en tout cas en France, ça me paraît assez clair. C'est installé, je crois, dans une partie des élites et probablement de la population. J'ai plus de mal à en décider, mais en tous les cas, chez ceux qui nous gouvernent. Cette idée finalement que la démocratie, entendue comme régime de la confrontation, de la délibération, du conflit, comme institutionnalisation du conflit, comme le disait Lefort, eh bien finalement était moins bien préparée que d'autres types de régimes politiques et d'autres types de sociétés à faire face au tragique de l'histoire. Si la pandémie a quelque chose, enfin, si le coronavirus a quelque chose de très marquant, je trouve, par rapport à, pour le coup, de très singulier, par rapport à même aux attentats terroristes et à l'état d'urgence qu'il a déjà suscité, c'est que dans la logique même de la maladie, et d'une maladie spécifiquement contagieuse, on a je dirais pas simplement cette idée, on a cette expérience de ce que la mondialisation du désastre, la traque du pangolin jusqu'à la remise en cause radicale de l'hôpital public, s'invite dans notre corps. Il y a cette possibilité, le confinement, c'est cela finalement. On a écrit un article avec Camille Riquier là-dessus dans le dernier numéro d'Esprit. Le confinement, qu'est-ce que c'est sinon de se vivre comme des malades imaginaires. Je parle de ceux qui ont la chance de ne pas être malades ou de ne pas l'avoir été, mais enfin de faire comme s'ils avaient été malades pendant 2 mois ou un peu plus de 2 mois, et d'en déduire un certain nombre, je dirais, de pratiques et d'interdits. Autrement dit, s'invite jusqu'à y compris dans nos corps, dans notre intimité, y compris dans notre appartement, le pouvoir. Et là déjà, par rapport à, bon, non seulement 38, mais à la situation actuelle, ça rappelle quelque chose, je dirais, ça remet un peu en cause cette idée que nous vivrions une période post-politique dans laquelle les idéologies auraient démontré leur inanité ou leur impuissance, dans laquelle les États auraient, comme par magie, disparu au profit de l'autorégulation des marchés, et dans lesquelles, au fait, nous serions in fine sortis de l'histoire. Alors, je ne sais pas si nous sommes sortis de l'histoire, mais en tous les cas, si on entend par histoire un grand récit global du destin de l'humanité, mais en tous les cas, l'histoire s'est invitée chez nous, si on peut dire, jusque sur le pas de notre porte, c'est-à-dire jusqu'à la possibilité même de sortir de chez soi, qui était en quelque sorte conditionnée, enfin pas en quelque sorte conditionnée à une attestation administrative. Alors, je dirais que ce qui rend la question de la démocratie, et plus généralement d'ailleurs la question de la politique à ce point aigu aujourd'hui, c'est précisément qu'on s'est rendu compte que par décision, en l'occurrence présidentielle, parce que c'est lié aux institutions en France, aux institutions de la Ve République présidentielle, pas celle d'un homme, mais celle d'un homme, d'un gouvernement et d'un conseil scientifique, médical, eh bien, nos vies se sont trouvées, là, je dirais, collectivement, ça ne veut pas dire égalitairement, parce que le confinement, évidemment, n'a pas les mêmes significations selon que l'on parte dans une maison de campagne en Vendée ou que l'on soit en banlieue parisienne, dans un studio, évidemment. Mais cela étant, il y a quand même une dimension d'universalité dans le fait que le pouvoir politique se constitue comme, au fond, se rappelant à nos corps. Alors c'est cela que je dirais, qui je dirais m'a le plus d'abord interpellé, déjà parce que je n'ai pas une vision positive a priori de cette forme d'interpellation par le pouvoir. Et si on réfléchit à 38, à la question de la démocratie, il y a tout de même un mot, moi, qui me semble être mais qui vaut pour la modernité comme telle, pas seulement pour le XXe siècle, un mot qui m'est utile pour rendre compte des phénomènes que nous vivons, c'est le mot, je dirais, de mobilisation. Le pouvoir, c'est ce qui mobilise, et à travers lui, l'information, évidemment, nous sommes dans des sociétés du flux, des sociétés largement dominées par les réseaux sociaux, mais l'information, ce sont des mots d'ordre, souvent ce sont des injonctions. Et là, on l'a vécu, je dirais, jusque dans notre intimité, dans notre corps, dans notre appartement, puisque le nombre de morts quotidiens, les rappels sur les pics de l'épidémie, sa baisse éventuelle,
le taux de contagiosité, etc., étaient des informations que l'on donnait quotidiennement, mais qui en même temps signifiaient des injonctions, c'est-à-dire l'invitation du pouvoir dans nos vies. Et le mot de mobilisation, je l'ai beaucoup employé dans le livre Récidive. Si on appelle mobilisation la capacité, disons, à la fois politique et technique, de concentrer des individus autour d'un certain nombre d'objectifs. Alors évidemment, en 1938, c'est la question de la guerre qui se pose fondamentalement. D'ailleurs, pendant que je faisais les présentations de mon livre à sa sortie, on me disait, et c'était un argument que j'entendais, hein, bon, bah, c'est très bien ce que vous racontez, mais il n'y a pas de guerre prévue dans les 2 ans qui viennent. Bon. Alors, ça a été une guerre un peu plus sanitaire et moins militaire que prévu, mais le point commun n'est pas la guerre comme telle, c'est, je répète, cette mobilisation qui fait que les citoyens, les individus, dans un moment de crise, et peut-être on en parlera, la crise de 1938 est comparable, me semble-t-il, à celle de 2018, hein, pas à la pandémie, à celle de 2018, que j'essaie de décrire en 2018, mais c'est des moments où, à la faveur d'une crise, des individus, les citoyens, sont en quelque sorte réquisitionnés par leur attention, dans leur concentration, par des mots d'ordre ou par des injonctions politiques. Et c'est cela, au fond, qui renvoie à la question qui nous réunit ce soir, celle de l'impuissance démocratique. C'est que face à la puissance de mobilisation dont je parle, la démocratie, si par démocratie on entend malgré tout la possibilité de confronter des points de vue divergents, pour le dire de manière extrêmement simple, évidemment, la démocratie remet en cause cette puissance de mobilisation. Par exemple, le fait de pouvoir discuter de la légitimité ou même de l'efficacité d'un état d'urgence sanitaire voté par le Parlement, et une fois que le Parlement l'a voté, évidemment, il ne se réunit plus que pour le remettre en selle, si je puis dire, pour 3 mois, mais enfin, en tout cas, il se dessaisit lui-même de sa capacité de confrontation, de discussion, d'opposition. Évidemment, cette logique de la mobilisation qui s'est retrouvée, y compris dans la parole présidentielle, nous sommes en guerre, ou alors il faudra, je ne sais plus quelle était la formule, ça coûtera ce que ça coûtera. Bon. Il y a une espèce de logique de l'implication qui n'admet absolument, évidemment, aucune remise en cause, aucune remise en question, aucune interrogation. Alors les choses, depuis, je vais finir sur l'aspect pandémique, si je puis dire, qui n'est d'ailleurs pas ma spécialité. Les choses redeviennent politiques maintenant, on commence quand même à interroger dans l'après-coup la légitimité ou pas de telle ou telle mesure liée au confinement, liée à sa dimension policière, liée à ses effets psychiques aussi, ou à ses effets, pas seulement ses effets économiques, ses effets sociaux, ses effets psychiques et ses effets politiques. Donc, nous sommes toujours en démocratie, c'est vrai au moins formellement, je dirais, mais il y a tout de même, et c'est ça qui me paraît le plus préoccupant, et c'était beaucoup plus préoccupant encore en 1938, des moments, et ces moments peuvent durer assez longuement, ici ça a duré même pendant presque 3 mois, des moments où la sidération face à l'événement, la stupeur, la peur, la panique, qui sont à la fois réelles et largement aussi entretenues, eh bien, disqualifie, ou semble disqualifier, évidemment, moi je ne serais pas d'accord là-dessus, mais apparaît comme disqualifiante pour la démocratie elle-même, en tant que celle-ci suppose justement de ne pas être un régime de l'urgence, de ne pas être un régime je dirais, du monologue du pouvoir, même si c'est un pouvoir qui est en quelque sorte enrichi par d'une dimension sanitaire, mais celle d'une confrontation. Et puis ensuite, on y reviendra peut-être aussi, parce que la démocratie, ce n'est pas qu'un régime institutionnel, c'est aussi une forme de société, ce n'est pas qu'un système de désignation des gouvernants fondé sur l'élection, c'est aussi une mise en scène, je dirais, du conflit à l'intérieur de la société. Mais évidemment, dans cette logique de la mobilisation par les corps que nous avons vécue, et par aussi une sorte de peur légitime, certainement, dans une certaine mesure, une peur de la maladie, eh bien, ce régime de la mobilisation, il est univoque. C'est-à-dire qu'évidemment, il s'agit je dirais, de sortir de la crise par tous les moyens possibles et par conséquent d'une manière qui n'est pas propice, je dirais, à la confrontation d'options politiques plus larges. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être revenons-en maintenant à votre livre, Récidive, et surtout à cette année 1938 que vous y avez rencontrée, que vous y avez découverte. Alors, votre livre est structuré en une série de chapitres
dans lesquels vous revenez sur ce qui semble constituer pour vous une série de défaites démocratiques. Et d'ailleurs, vous citez dans l'ouvrage cet autre ouvrage qu'on trouve étonnamment parlant pour notre époque aussi, de Marc Bloch, L'étrange défaite. Le point commun entre, je crois, le récit que nous fait Marc Bloch de la défaite militaire de 40 et ce que vous découvrez dans la presse de l'année 38 étant ce constat troublant que en fait la République française d'avant la Seconde Guerre mondiale a certes été défaite militairement, occupée, puis a donné lieu au régime de Vichy, etc. Mais que avant même cette défaite militaire, la République française s'était en quelque sorte disloquée ou décomposée ou vidée de l'intérieur de son caractère démocratique précisément. Et de cette comparaison entre l'année, enfin de cette rencontre avec 1938 depuis l'année 2018, vous tirez une autre observation, peut-être parlante pour notre temps, qui est que les erreurs de diagnostic conduisent souvent à administrer des remèdes qui sont pires que le mal. Et qu'en l'occurrence, en 1938, sans doute les gouvernants étaient-ils tout à fait conscients que la France était malade, mais en revanche, selon vous, ils se trompaient en grande partie sur les causes. Et notamment, ils ont sans doute été aveugles sur la profondeur des dégâts consécutifs à la grande crise de 29-32, et à cette grande dépression, à la fois dans ses conséquences sociales vraiment concrètes, mais aussi dans ses conséquences politiques. Voilà, la crise a laissé beaucoup de gens dans un état de précarité avancé. Elle a aussi créé des divisions et des polarisations profondes. Et ça, c'est un point commun pour vous. Enfin, c'est quelque chose qui résonne, en tout cas, avec notre époque où on a sans doute choisi de ne pas voir, de ne pas suffisamment voir quels étaient les dégâts de la crise financière de 2008 et quels étaient leurs dégâts, comme je le disais tout à l'heure, à la fois sociaux et politiques. En termes de division et de clivage et de création d'un débat public qui finalement ressemble à une guerre civile, une guerre des mots, une guerre verbale. Et ça, c'est ce que vous avez rencontré en 1938 et c'est ce qui vous semble parlant aussi pour notre époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces erreurs de diagnostic ? Merci. Oui, effectivement, le seul point de comparaison, je dirais, objectif entre 2018, là, il faut enjamber la séquence coronavirus, si je puis dire, entre 2018, lorsque j'ai écrit ce livre, lorsque j'ai commencé à y réfléchir, et puis 1938, c'est que les 2 années sont séparées de 10 ans, 9 ans ou 10 ans d'une crise systémique du capitalisme, 1929 et puis 2008. Et que dans la presse de 38, puisqu'effectivement j'ai écrit ce livre en me référant essentiellement, et même pratiquement exclusivement, à la presse, parce que ce qui m'intéressait, c'était de reconstituer la grammaire d'une société en voie de dédémocratisation, le type d'implication de pensée, le type de rhétorique. Bon. Et bien dans la presse de 1938, au fond, j'ai trouvé très peu d'évocations, je veux dire, enfin des évocations aussi, mais très peu de références à 1929 et effectivement plutôt 31-32 pour ce qui est des effets de la crise en Europe, je dirais, comme principe d'explication des phénomènes à la fois sociaux et politiques de ce que nous avions sous les yeux en 1938 et dont je vais dire un mot. Mais de la même manière, en 2018, il était question de la crise de 2008 d'une manière parfois incantatoire, enfin je dirais commémorative en tous les cas, mais pas comme d'un ébranlement
qui, ayant affecté d'abord la sphère financière, puis économique, puis sociale, avait aussi des dimensions politiques. Résultat des courses, on n'a pas rapporté, par exemple, des phénomènes comme les gilets jaunes à cette dimension-là. Ce qui est, à mon avis, un problème de diagnostic. Alors, pour revenir à 38, les difficultés de cette année, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour prendre un exemple, elles sont rapportées systématiquement, évidemment, par ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, comme consécutives au Front populaire. Parce que là, pour le coup, je dois dire qu'il n'y a pas d'analogie avec le temps présent, c'est qu'en 38, on sort de l'expérience, certes très limitée dans le temps, 1 an en réalité, de Front populaire. On parle aujourd'hui de Front populaire à propos d'une revue en gestation chez un philosophe, Michel Onfray, mais là aussi, je dirais, il faut rappeler les choses par leur nom, ou plus exactement leur dimension historique réelle. Le Front populaire, au fond, c'est une réaction à ce qui s'appelait d'ailleurs déjà à l'époque le Front national, c'est-à-dire la constitution des ligues fascistes ou fascisantes. Bon. En tout cas, on sort d'une expérience qui, quoi qu'on en pense, quel que soit je dirais le diagnostic historique rétrospectif que l'on fait, est une expérience politique et démocratique d'association entre un idéal de justice sociale, enfin d'ailleurs des mesures de justice sociale, de la conflictualité, il y a des grèves et des occupations d'usines qui vont d'ailleurs, je dirais, traumatiser au sens littéral la bourgeoisie française de l'époque, et puis des progrès démocratiques. Alors, le Front populaire, c'est un peu moins connu, a constitué des avancées assez considérables en termes de droits aussi. Pas seulement de droit social, de droit aussi politique. Alors, cette configuration, pour des raisons qui seraient trop longues d'évoquer ici ou d'expliquer ici, cette configuration ne tient pas la route plus d'1 an. Bon. Et à partir de 1938, se constitue une majorité, il n'y a pas d'élection, mais se constitue une majorité alternative, car le parti pivot, en quelque sorte, celui qui permettait la majorité du Front populaire, le parti radical, qui n'a de radical plus que le mot à ce moment-là, le parti et de droite et de gauche de l'époque, si je puis dire, choisit de passer de la gauche à la droite et donc de faire alliance avec les mouvements conservateurs. Et alors, pour revenir à la question des défaites, se met en place à ce moment-là un système narratif, comme vous avez dit, ou une narration dominante dans la presse. Je rappelle que la presse très influente à l'époque, la presse écrite, est largement dominée par les journaux conservateurs, constituent à peu près 80% de la presse nationale. Et selon cette narration, tous les problèmes de la France, à commencer d'ailleurs par son désarroi face au régime totalitaire qui commence à l'encercler, puisque c'est aussi le début de la fin 38 de la guerre d'Espagne. Donc la France est désormais totalement enveloppée, si je puis dire, par des régimes de type ou fasciste ou fascisant. Bon. Eh bien, c'est la faute du Front populaire, comme c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire, enfin, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute au Front populaire, par occultation totale de ce qui s'est passé en 1929 ou 1932, c'est-à-dire une explosion des inégalités, et pas seulement en Allemagne. On prend toujours l'exemple allemand qu'il marque, parce qu'il marque l'avènement d'Hitler au pouvoir, mais en France, bon, il y a des effets sociaux assez dramatiques qui deviennent politiques, je dirais, à partir des années 37-38, avec la montée en puissance de partis de type, alors on dirait aujourd'hui, à mon avis, à tort, populiste, disons clairement fascisant, nationaliste, pour reprendre le terme qu'ils ont payé eux-mêmes, nationaliste, parce que, au fond, les promesses non tenues de la démocratie, y compris dans sa dimension sociale, apparaissent ici clairement. C'est-à-dire que ce qui est interprété comme l'échec du Front populaire, donc qui tient plus d'ailleurs au changement de stratégie du parti radical qu'à un échec réel. Mais enfin bon, en tout cas, ce qui est interprété comme un échec crée de la désespérance, en particulier dans les couches de la population qui sont potentiellement les plus intéressées au progrès social, c'est-à-dire dans la classe ouvrière et dans les classes moyennes ou chez les salariés, et un immense ressentiment à l'égard de ce qui a été fait, conquis pendant les 2 années, je dirais, ou l'année et demie de Front populaire. Donc, pour le dire rapidement, vous avez évoqué des défaites. Il y a des défaites économiques et sociales en 1938. C'est-à-dire que 1938, c'est le gouvernement d'Aladier va revenir radicalement en cause, remettre radicalement en cause tous les
les acquis sociaux du Front populaire, donc la mesure paradigmatique étant les 40 heures, on va abroger les 40 heures, on va remettre en cause partiellement les congés payés. Le mot d'ordre général et générique, ça je crains qu'il ne soit d'une certaine actualité. Le mot d'ordre général, c'est la formule que ne cesse de répéter Édouard Daladier pendant cette année-là, à la radio, autre instrument de la mobilisation de l'époque, c'est il faut remettre la France au travail. Il faut remettre la France au travail. L'ennui, c'est que cette injonction s'adresse à des populations qui sont déjà pour une bonne part épuisées. Enfin, il faut quand même les remettre au travail. À un moment où le chômage augmente, donc au fond, il y a une espèce de défense, ça aussi, ça rappelait, en tout cas moi, ça a évoqué, il y a une défense des principes du libéralisme économique au lieu même de sa crise, ou dans le temps même de sa crise. Il y a plus de chômeurs, il faut augmenter le temps de travail. Il y a l'État s'appauvrit, il faut baisser les impôts. Il y a aussi une politique fiscale extrêmement favorable, disons, à la propriété privée et au capital en 1938. Donc ça, c'est pour les aspects économiques que je ne fais que résumer ici. Du point de vue qui nous intéresse le plus peut-être, c'est-à-dire l'impuissance supposée de la démocratie, il faut noter une chose qui, moi, m'a aussi beaucoup surprise. Quand j'ai découvert au début, pas dans l'idée d'en faire un livre, je lisais cette presse de 38, elle est accessible par Internet maintenant, gratuitement d'ailleurs, tout à fait facilement. Qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'on a l'image souvent d'une troisième, comme d'une quatrième d'ailleurs, république parlementaire. Et là, c'est un élément fondamental de cette rhétorique, ce que j'appellerais moi le mythe de l'impuissance démocratique, consistant à dire, dans les démocraties, qu'est-ce qu'on fait? On bavarde, on blablate, on négocie, on discute, on s'affronte, et pendant ce temps, les régimes autoritaires, eux, agissent, et agissent efficacement, parce que comme il n'y a pas de Parlement, ou s'il y a un Parlement, c'est un Parlement croupion, nous sommes en quelque sorte plus à même de traiter ce tragique de l'histoire, précisément parce que la parole n'est pas libre ou les moins. Or, en 1938, c'est toujours la Troisième République, mais il y a une concentration du pouvoir autour de l'exécutif, en l'occurrence à l'époque du président du Conseil, donc Édouard Daladier, du gouvernement, qui, je dirais, n'a rien à envier avec les institutions de la Ve République. Et certain que le président du Conseil Daladier a plus de pouvoir, effectivement, que n'en a Emmanuel Macron aujourd'hui. Parce que, d'abord, il n'y a pas toutes les contraintes économiques européennes ou légales européennes, mais surtout, ils ont un dispositif qui est justement le dispositif d'exception fondamentale de l'époque, du point de vue juridique, qui s'appelle les décrets-lois, ce qu'on appellera aujourd'hui les ordonnances, réglées en général par état d'urgence. Les décrets-lois, le Parlement se réunit pour donner les pleins pour voter, quand même, il se réunit pour voter les pleins pouvoirs au gouvernement, et il se réunira 6 mois plus tard pour les revoter. Et entre les deux, je dirais, on ne le voit plus, ou il n'y a plus de confrontation ailleurs que dans la presse, ou ce qui reste de presse contestatrice. Autrement dit, on ne peut pas dire que si la France de 1940 se manifestera, je dirais, comme pas très résiliente à l'égard de l'Allemagne nazie d'un point de vue militaire, on peut trouver 1001 causes, mais certainement pas celle que précisément voudra installer le régime de Vichy d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire, c'est l'esprit de jouissance qui l'a emporté sur l'esprit de sacrifice, c'est la formule de Pétain, et dans l'esprit de jouissance, il y a les 40 heures du Front populaire, la démocratie pensée sur le modèle, justement, peut-être on y reviendra, de la fête, alors on dirait aujourd'hui le consumérisme individualiste des ouvriers à qui on a donné les congés payés. Or, ça ne correspond à rien, je dirais, de ce que j'ai lu, et pour une part vérifié historiquement, en 1938. En 1938, la fête est finie. Et en 1938, la France adopte un type de fonctionnement procédural, déjà les décrets-lois, je l'ai dit, intégralement fondé, autoritaire, intégralement fondé sur la volonté du gouvernement, qui ne peuvent pas être discutés par le Parlement ni d'ailleurs dans la société, et qui se trouvent, alors là après peut-être on rentrera, mais il ne faut peut-être pas abuser du temps, mais dans les détails, parce qu'une fois qu'on sait comment on décide, et là j'ai indiqué qu'on décide de manière parfaitement autoritaire, reste à savoir ce que l'on décide. Et disons, pour le dire vite, après si on y reviendra si vous le souhaitez, tout ce que l'on décide, j'ai déjà donné des exemples de remise en cause sociale, économique et de fonctionnement démocratique, mais dans l'ensemble des choses qui relèvent, disons, de la politique
général de la France, tout ce qui est décidé en 1938 l'est sur un mode qu'on pourrait dire, au fond, qu'on pourrait qualifier de la manière suivante, qui renvoie à notre sujet. La France n'a plus les moyens de son état de droit, de sa politique généreuse en termes de redistribution sociale, de son accueil des étrangers, problème, si je puis dire, enfin, problème ou réalité qui se pose spécifiquement en 1938, peut-être on y reviendra. La France n'a plus les moyens, au fond, de ce qui, dans sa République, est démocratique, c'est-à-dire que de ce qui, dans ses institutions, renvoie malgré tout à une forme d'expérimentation collective ou individuelle de la liberté. Et donc, par des mesures elles-mêmes exceptionnelles, il faut mettre un terme, ou remettre la France au travail, ou remettre à la France, je dirais, une France qui vit, c'est une formule que j'ai beaucoup trouvée dans la presse de 1938, sous l'œil d'Hitler. Voilà. Et je vais peut-être m'arrêter là pour cette déjà trop longue réponse. Sous l'œil d'Hitler, alors à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quand même un semblant de débat dans le pays au Parlement, la presse, et je répète, la presse, pas seulement la presse de droite, d'extrême droite, la presse aussi apolitique, apolitique, donc de droite, la presse populaire, c'est sous l'œil d'Hitler. Et sous l'œil d'Hitler, parce que c'est aussi un aspect qu'on a pu me reprocher sur moi, évidemment, je connais la fin de l'histoire, donc c'est facile de reconstituer 1938 quand on connaît 40. En réalité, on ne connaît pas la fin de l'histoire, parce qu'on ne saura jamais ce que la France de 1938 serait devenue démocratiquement et politiquement, indépendamment d'une invasion étrangère. C'est-à-dire qu'il a quand même joué évidemment un rôle dans l'installation de Vichy. Donc on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne sait pas, il y aurait dû y avoir des élections en 40, 4 ans après 1936. Personne ne peut savoir ce qu'elles auraient donné, d'autant plus qu'elles ont été reportées de 2 ans. Donc, encore un exemple, je dirais, typique de cette idée, ça renverrait, j'y avais pas pensé au débat qu'il y a eu en France de savoir s'il fallait ou non interdire les municipales, les élections municipales au moment du coronavirus. La question évidemment était différente parce que l'aspect sanitaire ici est plus visible. Enfin, en 1938 a lieu une discussion pour savoir si on va maintenir les élections législatives, qui sont les élections structurantes évidemment dans une démocratie parlementaire. Est-ce qu'on va maintenir les élections de 1940, compte tenu qu'il n'est pas exclu que les Français pourraient avoir cette idée un peu saugrenue de revoter pour les partis de Front populaire. Et ce n'est pas Vichy qui va abolir les élections, ou plutôt les reporter. C'est en 1939, le gouvernement Daladier va reporter les élections qui devaient se dérouler normalement en 1940, en 1942, date à laquelle la question des élections n'aura plus à se poser. Et donc, si vous voulez, il y a toujours cette idée que la démocratie n'est jamais un principe de résolution des problèmes, pour le dire un peu de manière pragmatiste, n'est jamais, du point de vue non seulement de son efficacité, mais de ses principes même, une manière d'aborder l'histoire autrement que dans une situation de faiblesse. Et donc, de l'intérieur d'elle-même, elle s'affaiblit, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est qu'elle s'affaiblit, c'est-à-dire qu'elle renonce à ses procédures les plus élémentaires de confrontation d'idées et surtout de maintien d'une certaine forme d'égalité dans les formes de vie, je dirais, pour prendre des mesures autoritaires. Et ça, je l'ai vu, alors là, pour les années 2000, ce n'est pas la question du coronavirus qui m'y a amené, évidemment, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pas seulement en France, c'est un mouvement qu'on appellera de dédémocratisation qui trouve beaucoup d'écho dans le monde, et pas penser aux États-Unis, une défiance, une méfiance, et parfois même une franche hostilité aux principes non seulement juridiques, mais même quasiment éthiques liés à la démocratie. Si on entend par démocratie, disons la mise en forme d'une synthèse entre liberté et égalité. Bon, on peut dire les choses très, très simplement. Et donc un discours autoritaire et des pratiques autoritaires qui font que l'on recourt systématiquement aux états d'urgence en cas de crise. Ça a eu lieu en 1938, ça a eu lieu depuis, à mon avis, une dizaine d'années. Et l'avantage de 1938, là, il faut quand même le dire, c'est que l'on sait que ça n'a pas été un franc succès du point de vue, parce que sous l'œil d'Hitler, je me souviens du grand titre du Petit Parisien, qui est le grand journal quotidien de l'époque. À l'époque, pour se faire une idée, il titrait à 2 millions d'exemplaires. Ça laisserait rêveur plus d'un patron de presse. Sous l'œil d'Hitler, sous-entendu,
nous sommes en train de discuter pour savoir si il faut que les socialistes rentrent au gouvernement. Bon, ce qui n'arrivera d'ailleurs plus en 1938. Bon. C'est-à-dire sous l'œil de quelqu'un qui, lui, en revanche, fait l'Anschluss, envahit la région, enfin envahit, se voit offrir la région des Sudètes au moment des accords de Munich, la grande satisfaction d'ailleurs de la presse nationaliste de l'époque. Donc sous l'œil d'Hitler ne veut pas dire sous l'œil d'un dictateur qui remet en cause radicalement non seulement les principes et les droits de l'homme, mais qui remet en cause la possibilité même pour notre pays de devenir souverain, qui donc veut nous envahir. Bon. Sous l'œil d'Hitler, ça veut dire de manière analogique à, on pourrait dire aujourd'hui, je m'excuse de cette analogie rapide, sous l'œil de Xi Jinping, qui lui a réglé la crise du coronavirus, soi-disant d'ailleurs, en 2 mois et par des mesures qui certes sont un peu attentatoires aux libertés, disons, si on regarde de près, mais pourtant on regarde de près, mais qui au moins lui ont évité la deuxième vague. Très bien. Alors, si justement, je vais repartir là de cette évocation d'abord d'Hitler et puis peut-être d'autres dictateurs contemporains. Alors moi, j'ai encore préparé 2 questions, mais je vois aussi dans notre petite fenêtre de conversation et de chat qu'un certain nombre de questions se présentent déjà et je voudrais être sûre que nos auditeurs ne soient pas frustrés de leur possibilité de vous poser des questions. Donc, je vais faire une première chose qui est de tenter une synthèse entre 2 questions d'auditeurs que je vois arriver là et ce qui était, moi, ma 3e question. Donc, en espérant que je ne trahis pas l'esprit dans lequel nos auditeurs ont posé leurs questions. Voilà. Et puis, de toute façon, voilà, j'en finirai avec mes questions à temps pour laisser la parole à nos auditeurs et reprendre, passer le relais sur d'autres de leurs questions. Alors, ma 3e question était celle-ci. Vous évoquez là, évidemment, le pire des années 30, Hitler. Et or, avant, pendant, au moment où vous avez publié votre livre, depuis aussi la publication de ce livre, on voit un débat s'organiser, monter sur l'intérêt qu'il y a ou au contraire les raisons qu'il y a de ne pas comparer notre époque aux années 30. Est-ce que finalement, cette comparaison, la peur du retour des années 30, est quelque chose qui nous instruit, qui nous avertit, qui nous aide à prévenir le pire, ou est-ce qu'au contraire, ça ne serait pas une analogie trompeuse qui nous aveugle et qui nous empêche de bien comprendre cette époque dans laquelle nous sommes? Et si on part du principe que, en effet, la démocratie semble vaciller, est-ce que ça ne nous pousserait pas à nous tromper sur ce qui la menace? Donc, la question que se posent ces intellectuels, ces universitaires, ces journalistes, c'est finalement, faut-il, quand on pense à Bolsonaro, à Salvini, à Narendra Modi, à Xi Jinping, à Donald Trump, faut-il parler de fascisme? Faut-il utiliser the F-word, on dit dans le débat américain? Faut-il se risquer à parler de fascisme? Et je crois que derrière cette question, il y a la question justement sur la nature de ce qui nous menace, sur la figure de l'adversité. Avec, je vais tracer deux extrêmes, enfin deux scénarios possibles peut-être. Un scénario qui serait celui de démocratie qui effectivement s'affaiblisse parce qu'elle s'affadisse en fait, ou parce qu'elles se vident de l'intérieur, parce qu'elles deviennent des coquilles vides. Donc l'un de nos auditeurs dit voilà le risque de tomber dans des démocraties de faible intensité où finalement la démocratie n'est plus réduite qu'à la consultation électorale qui a lieu tous les 5 ans. Donc on pourrait comme ça vivre dans des systèmes politiques de démocratie de faible intensité ou qui n'ont plus de démocratique que le nom, mais qui en tout cas en surface restent paisibles et démocratiques. À l'autre extrême, on pourrait voir l'irruption, voilà, d'un leader charismatique, donc appelons-le populiste, appelons-le nationaliste, appelons-le fasciste, qui lui ne s'embarrasserait pas du tout du fonctionnement démocratique et voire qui renverserait la démocratie. Donc
ces deux dynamiques enfin voilà, dans un cas, on a de la dédémocratisation, dans l'autre, on a vraiment l'irruption d'une force politique violente, un retour à une forme de violence politique qui ressemble vraiment à celle qu'on a connue dans les années 30. Est-ce que je peux vous demander, voilà, ce que vous pensez de ce débat, faut-il ou non parler de fascisme, de risque de fascisme? Merci. Alors, si déjà il faut faire court, c'est une question qui évidemment pose beaucoup de problèmes historiques et même philosophiques. Alors, je vais essayer d'y répondre, mais en faisant un tout petit détour, quoi. Parce que, en réalité, dans le livre, là, je parle de la France, et c'est une des questions dans l'historiographie française, je sais qu'elle a été beaucoup discutée, de savoir s'il y a eu un fascisme en France. Et les historiens, je dirais, un peu plus consensuels, considèrent que non, la France a été immunisée du fascisme, car les mouvements conservateurs de la droite, en quelque sorte républicaine, sont restés dans l'orbite républicaine. Tout ce qu'il y aurait eu, au pire, les deux seuls fascistes qu'on aurait eu en France venaient de la gauche, c'est Doriot et Déa. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce détour historique? Parce que d'abord, je ne suis pas du tout convaincu que la France a été immunisée par le fascisme après avoir lu la presse de 1938 et reconstitué autant que j'ai pu sa grammaire. Et deuxièmement, parce qu'en réalité, si on veut répondre trop rapidement à la question fascisme aujourd'hui ou pas, question à laquelle moi je ne sais pas répondre, mais on oublie ce qui, à mon avis, est plus fondamental, c'est les préconditions du fascisme. Il y a un numéro d'Esprit, de la revue Esprit, qui nous gère à tous les deux. Ce numéro de décembre 1938 s'intitule Pré-fascisme français. Bon, au passage, d'ailleurs, par rapport à certains historiens qui ont cru bon de dire qu'il y avait un fascisme en France, ou quoi, à mon avis, ils avaient raison, mais de dire que les gens d'esprit de l'époque y étaient liés. Il suffit de lire ce numéro, vraiment remarquable à tout point de vue, où Mounier a écrit un article, Klosowski aussi, bon, pour se rendre compte que, bon, non seulement, mais ça, c'est pas très important, enfin, c'est important pour nous, mais Esprit n'a pas été fasciste, mais surtout, Esprit a fait le bon diagnostic. Et pré-fascisme, je dirais, en un sens, ça permet, c'est un concept, je dirais, qui, pour le coup, alors là, moi, je serais assez d'accord sur son actualité. Parce que, d'abord, quand on dit pré-fasciste, c'est les préconditions, je dirais, intellectuelles, politiques, socio-économiques et quasiment même organiques. Parce que dans le livre, j'essaie d'y faire droit dans un chapitre, et d'ailleurs c'est au cœur du dossier d'Esprit de 38 pré-fascisme, le fascisme, c'est un corps, c'est un vécu du corps, c'est une mise en scène des corps. Et des corps, évidemment, dans leur puissance, leur virilité, leur violence potentielle, je dirais leur intensité en termes de désir, mais désir qui se réalise avant toute chose dans la destruction. Bon. Alors là, le fascisme, je dirais, excède la dimension purement partisane, parce que c'est là l'objection en disant, bon, bah, même l'extrême droite nulle part en Europe, l'extrême droite, j'entends celle qui peut prétendre au pouvoir, ou qui est déjà dans certains pays, cette extrême droite n'a rien à voir avec le mouvement fasciste italien des années 30 ou avec des années 20, pardon, ou avec encore moins le mouvement nazi, parce qu'il n'y a pas de chemise brune, il n'y a pas de chemise noire, il n'y a pas de croix gammée, et il y a des élections. Alors évidemment, la grande différence sémantique entre les années 30 et aujourd'hui, c'est que le mot démocratie est unanimement revendiqué, y compris par ses pires adversaires. D'un point de vue rhétorique, la démocratie l'a emporté. Elle l'a emporté parce qu'elle l'a emporté historiquement, je veux dire. Tout cela, c'est un vestige de 1945, c'est-à-dire de la première fois dans l'histoire de l'humanité où la démocratie, ce qui s'appelle démocratie, on peut toujours discuter, mais les régimes qui s'appellent démocratiques l'emportent militairement sur les régimes, en l'occurrence totalitaires. Même l'Union soviétique s'appelait démocratie, se revendiquait de la démocratie populaire. Donc ce mot a pris à ce moment-là, pour la première fois, une dimension non seulement idéale, enfin je veux dire, au sens où ça décrirait un idéal, mais une effectivité de puissance. Or, le vieil argument de la démocratie, justement, contre la démocratie, hérité de Platon, c'est que la démocratie, justement, c'est la mise en forme institutionnelle, l'institutionnalisation de l'impuissance. Donc,
c'est vrai que depuis 1945, et globalement, dans les pays occidentaux en tout cas, le mot démocratie a une aura qu'il n'avait pas dans les années 30, où au moins les choses étaient claires, je dirais, et Mussolini et Hitler disaient qu'ils étaient antidémocrates, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'ils ne faisaient pas référence au peuple. On s'en fout. Enfin, ils revendiquaient leur haine de la démocratie, si je puis dire. Aujourd'hui, non. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit, à mon avis, l'essentiel par rapport à ce que j'appellerais le pré-fascisme. Parce que du mot à la chose, de l'invocation du mot démocratie ou de l'invocation du peuple et de sa souveraineté du peuple, ça c'est ce que nous avons devant nous là après le corona. C'est une réflexion, c'est un débat qui va tourner autour du concept de, à mon sens, à mon avis, du concept de souveraineté populaire, mais qui évidemment risque d'être un débat piégé parce qu'on ne définira jamais ce qu'on entend par peuple. Et quand on ne définit pas le peuple en général, ça veut dire qu'on entend sa dimension plutôt ethnique. Alors, en réalité, dans ce que j'appellerais une forme de préfascisation, il y a une grammaire, il y a une manière de réagir négativement à tout ce qui relève du conflit. Il y a un goût pour les solutions autoritaires. Il y a un désir de chef que j'ai vu poindre très clairement en 1938 dans la presse et auquel même Sartre, en 1938, consacre un très beau récit dans Le Mur qui s'appelle Enfance d'un chef, où il fait la généalogie, si je puis dire, d'un fasciste. Et est intéressant, je vais finir là-dessus, sinon je serai aussi trop long, mais pour répondre à votre question sur le fascisme, Sartre, dans L'Enfance d'un chef, il ne fait pas référence, pratiquement pas référence à l'idéologie fasciste, qui d'ailleurs est une idéologie qui est, quand on y regarde de près, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins rigide qu'on pourrait le penser. Ça n'a pas la rigidité du marxisme-léninisme à l'ancienne, dans ce qu'il a de solide, qui est une idéologie qui... Alors, il y a des principes fondamentaux, des principes ethnicistes fondamentaux qui restent structurels, mais au fond, l'idéologie est plus souple en tant que telle, c'est-à-dire adaptative. Par contre, c'est pour ça que Sartre, à part l'antisémitisme, ne met pas dans Lucien Fleurier, qui est ce jeune garçon qui se cherche, qui a des problèmes d'identité, si j'ose dire. En plus, il ressemble un peu à une fille, donc c'est un peu compliqué. Il essaye plusieurs types d'expériences. Il cherche à s'identifier, il cherche à savoir qui il est. Et ne réussissant pas, d'ailleurs pour Sartre, c'est impossible, mais ne réussissant pas à savoir qui il est, il va se définir sous la forme de « que suis-je » C'est-à-dire, cette chosification de soi, c'est ça aussi la fascisation. Cette chosification de soi jusqu'à devenir imperméable au monde, jusqu'à être dans une dureté d'acier, comme le dit Sartre, c'est-à-dire que dureté d'acier, ça veut dire pas simplement être dur avec les gens, ça veut dire, au fond, faire que tous les éléments, si j'ose dire, sensibles du monde extérieur viennent en quelque sorte, ne viennent plus s'imposer à mon corps. C'est, si vous voulez, le jour où les gestes, désolé de ce parallèle actuel, mais enfin bon, le jour où les gestes barrières seront absolument constitutifs de notre rapport au monde, alors là, la préfascisation aura gagné. Alors Lucien Fleurier, au bout d'un moment, désespérant de se trouver à lui-même une identité, passant par plusieurs identités, identités affirmées, finit par se dire, et par se voir, et par se décider être antisémite. Et fasciste. La dernière scène, c'est il se regarde dans la glace et je crois que c'est la dernière phrase de la nouvelle, je suis désolé de spoiler. Il faudrait que je me fasse pousser la moustache. Et on voit qu'il sort de ces contradictions par l'affirmation univoque de son en soi, dirait Sartre, c'est-à-dire d'une essence, et cette essence, ça va être en l'occurrence l'antisémitisme ou le fascisme, c'est-à-dire au fond, et pour conclure, pour moi, le fascisme, il y a une dimension historique qui fait qu'il ne va pas se répéter, en particulier évidemment pas à l'identique, et puis il y a une dimension anthropologique, j'allais dire presque, c'est pas un type, c'est pas une idéologie qui est totalement hors histoire. Je veux dire, c'est une réponse, c'est la réponse, le fascisme, c'est la réponse, les fascistes, il y en a plusieurs, c'est la réponse la plus violente à la modernité, c'est-à-dire à la promesse d'émancipation et d'égalité des Lumières, disons, mais qui va se servir des armes de la modernité contre la modernité.
C'est-à-dire que ce n'est pas un retour à l'ancien régime. Il n'y a pas de raison, à mon avis, qu'en 1945, on en ait fini avec, avec ses réactions à la modernité, à ce qu'elle offre en matière de liberté, à ce qu'elle promet et ne tient pas aussi. Et ces réactions, évidemment, ça, on ne peut pas dire que ce soit un avantage pour nous par rapport aux années 30, puisque c'est une réaction avec les armes de la modernité, dans les armes techniques, technologiques de la modernité contemporaine, enfin du contemporain, pardon. La puissance de mobilisation des individus par toutes sortes d'applications, des puces peut-être qu'on nous mettra bientôt dans le corps, bon. La puissance de mobilisation des individus par des machines en particulier est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était dans les années 30. Autrement dit, ce qui fait que la démocratie produit parfois, précisément quand elle s'affaiblit elle-même, produit du ressentiment, de la détestation et de la haine à l'égard de l'idée même d'égalité, eh bien, fait que, bon, alors après, évidemment, on peut discuter à l'infini sur la définition même du fascisme, mais fait que dans des situations de crise extrême, les solutions autoritaires nationalistes, parce que je dis quand même encore un mot. Bon, moi, je veux bien enfin, je n'affirme pas le mot fasciste comme ayant une actualité parce que ça demanderait beaucoup plus de nuances que je ne peux en apporter d'un point de vue historique. Par contre, il faut quand même choisir le mot qui nomme le mieux l'adversité. Bon, et de ce point de vue-là, alors démocratie illibérale, au passage, quand on parle de la Hongrie, on dit que c'est une démocratie illibérale. J'aime pas tellement cette formule parce qu'elle fait peser le poids du mal sur la démocratie et le poids du bien sur le libéralisme. Donc, la démocratie, alors on dit démocratie libérale parce que les gens continuent à voter, certes, mais c'est illibéral parce que ça ne respecte pas l'état de droit. Bon. Mais la démocratie, c'est pas que le vote. D'ailleurs, entre parenthèses, si, là je parle avec prudence, mais enfin, si Hitler avait organisé des élections en Allemagne, il est tout de même très probable qu'il aurait été réélu triomphalement, au moins jusqu'en 43 ou 4. Après, bon, les Allemands ont peut-être réfléchi. Mais et d'ailleurs, c'est bien ce que nous voyons, l'élection comme telle ne constitue pas, même s'il en est un élément décisif, ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, même quand elle est relativement libre et relativement... Bon, parce que la démocratie, c'est, comme le disait Lefort, la légitimité du conflit entre le légitime et l'illégitime. Et cette formule qui apparaît à la fois un peu complexe et finalement simple, à mon avis, est quand même très intéressante. C'est pas simplement le débat entre le légitime et l'illégitime bon, qui fait l'essentiel de la vie humaine. Hein. Je pose toujours la question de savoir si on a le droit, si c'est légitime ou pas. La démocratie institue la légitimité de ce conflit. Autrement dit, elle institue l'impossibilité d'y répondre une fois pour toutes. Et le fascisme, alors au sens général du terme, peut-être trop général, c'est le désir fanatique, ou en tous les cas radical, de mettre un terme à ce débat entre le légitime et l'illégitime, en situant sa résolution dans la nature, par exemple, dans la race ou dans la masse. À partir de là, aujourd'hui, je vais finir là-dessus, aujourd'hui, il faut peut-être quand même s'interroger sur ce que j'appellerais la réanthropologisation du discours politique, généralement plutôt du côté ultra-conservateur ou droitier, voire religieux, parce que c'est bien mettre un terme. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est ça et ça ne sera jamais rien d'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est ça ou une femme, ou un enfant, ou un français, etc. L'essentialisation des normatives des vies, me paraît être une dimension fondamentale, disons, en tout cas de l'autoritarisme, et au minimum. Et de ce point de vue-là, en Europe, pas seulement en Europe, regardez ce qui se passe en Inde. En Inde, ce n'est pas l'hindouisme comme tel. Bon, pour moi, Modi est quand même pas très loin d'être un fasciste, hein, je vais quand même le dire, dans ses pratiques, mais aussi dans je dirais, son désir irrépressible de mettre un terme à toute espèce de conflictualité, y compris quand le conflit est incarné par une partie de la population, en l'occurrence musulmane en Inde. Et là, évidemment, ça ne peut être que par des moyens de violence qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à utiliser, y compris pour mettre en œuvre son confinement, enfin, le confinement de l'Inde.
Merci beaucoup, Michael. Alors, donc, la liste des questions s'allonge et donc moi, je vais garder la mienne pour tout à l'heure. Je vais garder ma dernière question pour la fin. Et essayer une petite tentative de synthèse entre plusieurs questions que j'ai reçues. Donc, c'est difficile de vous les poser toutes. Donc, je demande l'indulgence de nos auditeurs. Mais je vois en tout cas, il y a un bouquet de questions sur les institutions, en fait, sur le nécessaire renouvellement des institutions. Donc, est-ce que la démocratie est restée trop figée dans ces institutions traditionnelles, nous demande Manuel Correa. Est-ce qu'il faut repenser la démocratie contre les régimes représentatifs actuels, nous demande Salva. Et puis j'avais une dernière question aussi qui, alors je ne l'ai plus exactement sous les yeux, mais qui consistait à dire est-ce qu'on a suffisamment pris en compte les nouvelles formes d'expression, les nouveaux mouvements, les nouveaux modes de participation. Donc, est-ce que finalement, la synthèse que je tente là, c'est est-ce que l'état d'inadéquation de nos démocraties aujourd'hui aux attentes peut-être populaires, est-ce que vous pensez qu'il faut l'attribuer effectivement à un état de sclérose des institutions ou qu'il faut aller chercher un nouveau souffle pratique dans des changements d'institutions? Alors, bon, j'ai évidemment pas la prétention d'avoir une réponse catégorique sur ce sujet. Maintenant, ce qui est clair, effectivement, enfin, ce qui me semble clair, et particulièrement en France, c'est que la crise politique est de nature institutionnelle, mais au sens, je dirais, fort des institutions. C'est-à-dire non seulement, je vais en dire un mot de ce qu'on peut quand même appeler, pour être à mes yeux un peu généreux, les limites actuelles des institutions de la Ve République, et puis aussi dans le sens plus fort de instituer, voulant dire justement constituer quelque chose comme un peuple au sens politique du terme, hein, et pas simplement prendre un peuple qui serait déjà disponible, si je puis dire, déjà là, déjà constitué dans sa forme ou passionnelle, ou ethnique, ou religieuse. Alors, en France, on parle souvent de la crise de la démocratie représentative. Alors, démocratie représentative au sens strict du terme, là je ne vais pas du tout rentrer dans des aspects trop philosophiques parce que ça serait trop long maintenant, mais démocratie représentative, c'est au minimum un oxymore. Je veux dire, si ce n'est pas une franche contradiction. Parce que la représentation est un système, et même l'élection, quand on entend le mot d'ailleurs, c'est un système, disons, de plutôt aristocratique. C'est-à-dire on distingue et on contre-distingue des représentants. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'une démocratie représentative n'est pas une démocratie, hein, c'est pas ce qui est une thèse de plus en plus portée en France par ceux qui sont favorables à la démocratie directe. Ça veut dire qu'il y a une logique démocratique et puis il y a une logique de la représentation, et que les deux, au fond, ne s'articulent jamais ou ne s'identifient jamais, qu'elles sont en tension les unes avec les autres. C'est bien parce qu'elles sont en tension qu'il faut réfléchir aux institutions, c'est-à-dire comment faire pour que le représentant ne se substitue pas purement et simplement au représenté. Or, en France, il y a un phénomène qui d'ailleurs s'est vérifié à l'occasion du coronavirus. Le régime, dans sa symbolique, est fondé sur un présidentialisme de type quasiment monarchiste, donc sur l'idée qu'il y a une autorité suprême qui reçoit l'onction du peuple par le suffrage universel, à savoir le président de la République. Mais en réalité, on se rend compte que c'est un pouvoir sans autorité, puisque, et on ne s'en rend pas compte seulement à l'occasion de la présidence actuelle, on s'en est rendu compte au moins depuis le passage au quinquennat, donc depuis Sarkozy, au bout de 1 an, et pour Hollande 3 semaines, la délégitimation définitive, hein, n'a jamais été démentie pour les 3 que je viens de citer, est acquise au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Alors évidemment, pour partie, c'est lié aux politiques et aux individus, mais au bout d'un moment, il faudra quand même se poser la question institutionnelle au fond d'un système qui est fondé sur l'idée d'une représentation quasiment monarchiste, encore une fois, c'est le corps du roi, et qui en réalité est obligé d'avouer son impuissance, et donc de créer évidemment beaucoup de désappointement, voire de colère, voire de ressentiment contre le politique. Et donc,
il est certain que s'il doit y avoir une issue démocratique aux crises que nous sommes en train de traverser maintenant depuis au moins une dizaine d'années, à mon sens, elles devront passer, au moins par une réflexion institutionnelle et j'allais dire instituante aussi, si ce n'est constituante. C'est-à-dire, après tout, même si personnellement je suis favorable plutôt à un système représentatif parlementaire, à l'allemande, on va dire, je parle bien du droit, hein, pas de l'économie, eh bien, je pense que la France, la population française, les citoyens français gagneraient la démocratie française gagnerait à se reconstituer, c'est-à-dire au fond, après tout, puisque la règle du jeu n'est plus respectée ou puisque les gens ne veulent plus jouer le jeu de la représentation, proposons-leur d'écrire une nouvelle règle du jeu. Et ça renvoie à un point, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. Démocratie directe, participation. Bon, en France, on a une tendance, et pas seulement en France, mais on a une tendance à envisager le rapport politique, non seulement verticalement, mais surtout à l'envisager dans un face-à-face entre l'État et les individus. Et un État qui est, bon là, c'est vrai que la France s'est constituée comme nation par et à travers son État depuis au moins l'Ancien Régime, enfin depuis la fin de l'Ancien Régime. Mais entre, si j'ose dire, l'État et les individus, il y a quelque chose, donc, une notion qui est un peu galvaudée aujourd'hui, qui s'appelait autrefois, qu'on devrait peut-être rappeler comme telle, société civile. Aujourd'hui, quand on dit on veut des politiques qui sortent de la société civile, on pense à Bigard. C'est un peu étonnant. La société civile, ce n'est pas simplement des individus juxtaposés les uns aux autres, c'est justement ceux qui, dans la société, se civilisent. C'est-à-dire c'est la partie politique non étatique, si je puis dire, donc les associations, des revues, des lieux intellectuels comme celui-là, tout ce qui relève du théâtre, de la culture, des organisations, des syndicats. Bon, je ne vais pas tout citer, mais toute forme, disons, d'auto-organisation des individus, mais qui est de la politique. C'est là aussi où se joue la démocratie. Je prendrai un seul exemple sur la pandémie. Bon, on a, dans l'administration que je connais, l'éducation nationale, comment dirais-je, décrété une paperasserie administrative invraisemblable pour expliquer quelles devaient être les limitations dans les écoles ou dans les collèges, bon, totalement inapplicable aux conditions même spatiales des écoles ou des universités ne seront concernées qu'en septembre pour les cours. Bon. Mais à aucun moment, on a pensé je dirais, à ce que les étudiants, s'il s'agit des étudiants ou les élèves et les professeurs, s'auto-organisent, on s'autogère, si je puis dire, au moins pour ces questions liées ils sont quand même les mieux placés, y compris aussi dans les entreprises privées, pour savoir ce qui est sanitairement, économiquement, socialement le plus compatible avec une crise pandémique. Bon, faire confiance à la société civile, à sa capacité d'auto-organisation, ça n'a pas seulement un sens positif au sens où ça veut dire que la démocratie s'incarne, ça redonne aussi le goût de la démocratie, parce que le problème aussi de la défiance, voire de la haine de la démocratie, c'est la haine liée au désenchantement radical qu'elle peut produire pour ceux qui, au fond, sont officiellement les garants du pouvoir, ou plutôt qui incarnent le pouvoir, à savoir les citoyens, mais qui ont le sentiment d'en être dépossédés quotidiennement. Cette question des promesses non tenues sur laquelle vous êtes revenu aussi tout à l'heure. Alors, je vois un autre bouquet possible de questions et puis peut-être qu'après ce bouquet de questions, je garderai les 5 minutes de la fin pour la mienne quand même que je tenais à poser. Un bouquet de questions en fait sur le rôle des extrêmes. Le rôle de la radicalité, donc extrême droite, extrême gauche. Donc j'ai ici un auditeur qui nous dit j'éprouve un certain malaise à entendre certains concepts auxquels je n'entends pas les mêmes définitions. Par exemple, il me semble que le fascisme n'a pas existé en France parce qu'il n'y a pas eu d'organisation de type militaire. Par contre, il y a eu et il y a encore une droite dure et même dans l'entre-deux-guerres, peut-être la droite la plus dure d'Europe. J'ai une autre question qui dit, dans cette rigidification de la démocratie en 1938, il y avait l'œil d'Hitler, mais il y avait aussi l'ombre portée de l'URSS stalinienne. J'ai une autre question encore qui dit finalement, est-ce que la faiblesse
faiblesse des démocraties aujourd'hui pour vous et en France en particulier est liée à la présence du Front National comme atteinte à la démocratie. Et puis, un dernier auditeur moins pessimiste qui nous dit « Les extrêmes ne semblent pas avoir profité de la crise malgré leur discours sur l'ouverture et la mondialisation. Est-il possible que les gouvernements modérés sortent renforcés de cette crise sanitaire ?» Donc voilà, je vois là une question sur est-ce que c'est finalement cette présence des extrêmes ou cette tension entre les extrêmes qui fragilise les démocraties? Alors, je vais répondre à la question aussi du coup sur Moscou en 38 par là, parce que bon, moi je n'emploie pas la formule les extrêmes. Hein. Bon, il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, je les distingue et comment dire, je ne les assimile pas, bien que bon, on dit souvent qu'en politique les extrêmes se rejoignent, bon, ce qui prouverait que la politique n'a rien de géométrique, en tout cas de la géométrie euclidienne, mais ça ne me paraît pas absolument attesté dans l'histoire, mais ça serait trop long de développer ça. Effectivement, en 38... Je peux mes 5 minutes pour ma dernière question à la fin. Hein. D'accord. Je ne sais pas quelle on doit s'arrêter, alors c'est pour ça le... Si vous pouvez répondre à celle-ci sur les extrêmes en 5-10 minutes, voilà. 5 minutes, ça serait super. 5 minutes, d'accord. Alors en 38, pour dire un mot de 38, effectivement, bon, comme le Parti communiste a participé, enfin il a soutenu le Front populaire, il n'a pas participé au Front populaire, mais il l'a soutenu. Évidemment, ses adversaires et les adversaires du Front populaire, eux, c'est plutôt effectivement sous l'œil de Staline et ils ont, évidemment, ça je n'ai rien appris de très original en lisant l'Humanité, le journal L'Humanité en 38, je n'ai rien appris d'original sur le fait que le Parti communiste français était totalement aligné sur la position de l'Union soviétique et effectivement l'Union soviétique c'était Staline. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il se trouve, bon, ça, pour le coup, ça n'est ni à mettre au crédit ni au discrédit des communistes. Il se trouve qu'en 1938, pour des raisons conjoncturelles, hein, mais la ligne communiste est plutôt bonne. Par exemple, ils sont avec Esprit avec la revue Esprit, les rares à être contre les accords de Munich, parce que c'est la politique antifasciste en réalité. Et moi, ce que j'ai. Mais en 1939, il y aura le pacte germano-soviétique. Donc, je ne dis pas du tout ça pour. Bon, il se trouve qu'en 1938, et moi j'ai fait mon livre sur 1938, c'était. Je l'ai fait, j'espère, je l'ai fait sans aveuglement, mais on pouvait suivre pour les intérêts de la France, hein, je veux dire, leurs préconisations qui correspondaient d'ailleurs en partie à celles de Léon Blum. Alors, maintenant, l'anticommunisme. Se justifiait évidemment comme critique du totalitarisme, surtout dans la période stalinienne, mais il a servi aussi, et c'est là où il faut faire la part des choses, d'argument fondamental pour, au fond, exclure une partie de la population, en l'occurrence celle sur laquelle ce parti avait la plus grande influence, c'est-à-dire la classe ouvrière, pour l'exclure du champ démocratique et de la capacité de décision, parce que et ça c'est tout à fait lisible dans la presse de 38, on est encore dans la classe dirigeante et économiquement dirigeante et dans la terreur littéralement des occupations d'usines. Donc je dirais quand même que l'utilisation justement des extrêmes, alors en les renvoyant l'une à l'autre, a aussi servi à cette politique de stigmatisation d'une partie sociale, je veux dire d'une partie de la population. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, n'étant ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, je les distingue quand même, parce que le problème, c'est que ne pas les distinguer, pose des problèmes théoriques, des problèmes politiques, des problèmes historiques, mais surtout, voile, à mes yeux, aveugle sur le fait que même si on pouvait les ramener à une identité commune, ce n'est pas l'extrême gauche, la gauche radicale d'ailleurs, parce que c'est pas non plus l'extrême gauche au sens strict, la gauche radicale, qui nulle part en Europe nous menace. Voilà. C'est à supposer que la gauche radicale soit une menace. Ce n'est pas ce n'est pas ce mouvement-là qui aujourd'hui a la main. Bon. Par conséquent,
à supposer qu'on va quand même essayer de se battre même contre les extrêmes, il vaut mieux cibler la forme, disons, conservatrice ou nationaliste, donc plutôt d'extrême droite, pour la comprendre, ne serait-ce que pour la comprendre, et comprendre ses ressorts. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que dans les crises ou dans les conséquences des crises du capitalisme, des crises systémiques du capitalisme, dans les conséquences politiques ou électorales, c'est dans les années 30 comme aujourd'hui, c'est plutôt, ce ne sont pas les forces anticapitalistes qui l'emportent, majoritairement. Nous sommes à la fondation Gulbenkian, le Portugal est une exception, enfin, non pas au sens où il a un gouvernement anticapitaliste, mais au sens où il a réussi à avoir un gouvernement, disons, d'unité des gauches, je crois. Mais c'est une exception, il y a l'Espagne un peu, bon. Mais pour le reste, partout en Europe, ce qui triomphe, c'est l'interprétation identitariste, nationaliste de la critique plutôt d'ailleurs, nationaliste, identitaire des conséquences sociales et politiques des crises. Alors le Front National, bon, le Rassemblement National, je crois que l'un de nos auditeurs disait les extrêmes n'ont pas profité de la crise. On a une chance en France. On a la plus mauvaise extrême droite du monde. Il est assez stupéfiant de voir que malgré tout, elle continue à faire 20 ou 25 ou 30%, en compte tenu de, on l'avait vu au débat d'ailleurs, compte tenu de la médiocrité de son personnel dirigeant. Bon, pour être gentil. Maintenant, le problème, c'est pas tellement bon, comme on est un système présidentiel, sans doute ça prémunit un peu pour l'accès au pouvoir. Bon, donc ça veut dire mais on peut quand même se poser la question de savoir que se passerait-il si à la tête de l'extrême droite française, on avait quelqu'un comme Salvini, qui est même un peu moins bête. Il sentirait un peu mieux l'opinion. Et qui sont mieux l'opinion, et puis qui est un meilleur politique, quoi. Donc, on ne peut pas se contenter de dire, à mon avis, bon, bah, ça va pas, parce que c'est un peu ce qu'on se dit, moi le premier, bon, à chaque élection présidentielle, ouf, c'est repassé. Quoi. Bon, enfin, l'idée maintenant, c'est quand même installée, elle est d'ailleurs véhiculée, y compris par le gouvernement, hein, qu'au fond, la politique française, c'est une alternative, populisme versus, alors, je ne sais pas, parce que ça change un peu en fonction du coronavirus, là, mais disons, versus démocratie, bon voilà, ou mondialisme. Déjà, j'aime pas tellement les pensées binaires, enfin plutôt l'alternative. L'alternative, ça suppose le tiers exclu, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième possibilité, de troisième voie, comme on disait dans les années 30. Bon. Et surtout, ça ne garantit pas la victoire du premier terme. Mais l'idéologie que l'actuel Rassemblement national porte et autour de lui toute une frange de la presse ou des sites internet, etc., et de mouvements beaucoup moins connus que lui, mais tout de même assez agissants, bon, qu'elle soit qu'elle ne soit pas encore parvenue au pouvoir, bon, d'abord, moi, personnellement, je m'en félicite, mais je ne serais pas complètement rassuré par le fait que c'est simplement lié à la médiocrité de son personnel dirigeant actuel, parce que ça peut changer. Et puis aussi, il y a en France maintenant, bon, je ne sais pas si c'est lié là aussi à la comparaison avec l'Italie, hein, on a vu Beppe Grillo, tout le monde se dit, bon, ça a été récemment fait à propos de Bigard, donc bon, voilà, on est quand même déjà bien avancé dans le sens du devenir nihiliste de la politique française, l'idée que venant de nulle part, ou apparemment de nulle part, ou un humoriste, ou un être, ou un polémiste quelconque, pourra, au fond, même dégager les dégagistes. Hein, c'est-à-dire, au fond, mais sur des thèmes, chaque fois que c'est représenté, dans la série Baron Noir, par exemple, c'est toujours représenté comme, et parce que c'est comme ça que les choses non pas vont se passer, mais pourraient se passer si elles devaient se passer dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est pas les extrêmes. C'est quand même sur des modes, si ce personnage explosait, on avait parlé d'Éric Zemmour à un moment, ça serait sur des thématiques qui sont des thématiques identitaires, nationales populistes. Et donc après, quel que soit l'engagement politique qu'on a, à condition qu'il soit démocratique, c'est quand même ce cœur idéologique-là qu'il faut, à mon avis, prendre en compte.
Alors, je m'engouffre dans cette brèche parce qu'avec ces personnages-là que vous venez d'évoquer, je pense qu'on met le doigt sur le fait que notre régime politique actuel est lié aussi à un certain régime médiatique. L'un de nos auditeurs a posé une question sur l'importance de l'information et de la transparence. Est-ce que ce n'était pas ça qui faisait la vraie différence entre les dictatures et les démocraties? Mais moi, je voudrais en venir à ce qui était ma dernière question, si vous pouvez y répondre dans les quelques minutes qui restent, qui est que dans votre livre, Récidive 1938, vous expliquez que pendant tout votre voyage en 1938, vous avez perçu des analogies avec l'époque actuelle tout en espérant ardemment vous tromper. Et vous insistez beaucoup finalement ce voyage en 1938, c'est un voyage dans la presse de 1938. Et la presse de 1938, c'est très largement la presse d'extrême droite. Donc, on retrouve aussi ce régime actuel qui donne une prime à ces personnages d'histrions plutôt nationalistes, xénophobes, etc. Alors, ça veut dire que l'état de la démocratie, c'est aussi lié à une certaine façon d'informer, d'instruire le débat public. Est-ce qu'on pourrait terminer en évoquant la responsabilité des intellectuels, la responsabilité de ceux qui informent et instruisent le débat public? Et est-ce que je peux vous demander finalement ce qu'on peut attendre d'eux pour vous donner tort, ce qu'on peut attendre d'eux si on veut éviter le pire? Alors, déjà qu'ils fassent leur travail, je dirais qu'ils essaient de ne pas… Alors, évidemment, les conditions, disons, de la diffusion de l'information sont considérablement différentes et d'une certaine manière, là aussi, pas tellement plus maîtrisables démocratiquement aujourd'hui qu'en 1938. Quoi qu'en 38 existait déjà la logique du buzz. En réalité, ça passait par la presse écrite. Il y a même tout un débat aussi sur les fausses nouvelles en 38. Je cite, hein, c'est la question des fausses nouvelles tout à fait centrale, ce qui est d'ailleurs assez logique dans une société d'information. Hein, si on appelle société d'information une société dans laquelle le réel politique est d'abord accessible à travers les discours qu'il porte sur lui, ou qu'il porte lui-même sur lui, où entre le discours et le réel s'exprime une porosité constante, eh bien, on était déjà dans des sociétés de l'information en 38, même si évidemment les choses se sont radicalisées. Alors effectivement, pour ne pas finir d'abord sur une note Désespéré. Là encore, bon, nous sommes sûrs d'une chose, nous ne serons pas envahis par l'Allemagne. Autrement dit, ce n'est pas ni par d'autres pays a priori, ce n'est pas d'une guerre que naîtra le régime qui s'imposera à la France. Bon. Et c'est pour ça que 38, au fond, de manière un peu benjaminienne, en préférant à Walter Benjamin, qui disait on peut aussi regarder le passé du point de vue des possibles non réalisés, obligé de voir le passé comme simplement l'effectivité de ce qui a eu lieu. On peut dire, on peut s'interroger sur les vaincus, c'est-à-dire sur ceux qui ont incarné à un moment du passé une possibilité que nous aurions, nous, à charge peut-être de reprendre dans notre temps. Et en 1938, comme il y a eu la guerre et qu'on a eu le mauvais goût de la perdre, au fond, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas comment ça aurait fini. Mais moi, je me suis, non pas amusé, mais intéressé, passionné pour des figures de 38 qui sont des figures dans la presse précisément, et aussi d'ailleurs chez des écrivains comme Bernanos, comme un homme qui est moins connu, qui s'appelle Henri de Kérélis, qui était un député de droite, et j'aime autant vous dire de droite, vraiment de droite, voire d'extrême droite, député de Neuilly-sur-Seine, bon, mais qui avait cette spécificité d'aimer la France et pas d'aimer, comment dirais-je, la France d'avant. Parce qu'évidemment, c'est un point quand même sur lequel je voudrais dire un mot. Les nationaux, à l'époque, ceux qui s'appellent les nationalistes, c'est-à-dire, disons, l'extrême droite, se réclament en permanence de la France contre l'anti-France. Hein. L'anti-France, c'est les bolcheviks, enfin, c'est les ouvriers, ce sont les juifs, ce sont les bolcheviks, tout ça. Mais en réalité, la France qu'ils aiment, c'est précisément, ne doit pas être séparée de la France qu'ils haïssent. Et la France qu'ils haïssent,
C'est la France démocratique, c'est la France révolutionnaire, en fait, enfin, post-révolutionnaire. Bon. C'est la France qu'ils ont sous les yeux et qui, en plus, a le mauvais goût de prendre le pouvoir en 1936. Et ça explique très bien que les nationaux, justement, je pense à Kérylis, parce que Kérylis, comme Bernanos, qui sont au départ des nationaux, mais qui sont des renégats à leur propre camp, parce qu'au fond, c'est au nom du nationalisme qu'on va exiger que les nationaux français obtiendront que la France ne soutienne pas la République espagnole. Et donc un type comme Kérylis, qui est absolument anticommuniste, antisocialiste et tout, mais simplement il aime la France, c'est-à-dire il dit, bon, on ne peut pas se permettre d'avoir un troisième pays hostile à la France à nos frontières. Donc il faut soutenir la République. Et pour lui, ça lui faisait de la peine de dire ça, il l'a dit. Et puis évidemment, Bernanos, de manière, était à Majorque, en plus, pendant la guerre d'Espagne. Même au début de la guerre civile. Par conséquent, il y a eu dans la presse des lieux de résistance. Le Kérylis en question était quelqu'un qui a démissionné de son journal, qui était l'Écho de Paris, qui était vraiment un journal, comme il y en avait beaucoup d'autres, de la droite extrême, pour créer un journal avec ses moyens, l'Époque, qui s'appellera l'Époque, et dans lequel, évidemment, comme c'est un journal de droite, mais aussi anti-hitlérien, là, ça ne lui fait pas, a priori, beaucoup de lecteurs. Enfin, il fait ce journal, il témoigne, il a d'ailleurs une vie, j'invite ceux qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas, à se tourner vers ce personnage, Henri de Kérylis, peu connu et pourtant passionnant. Il a une lucidité totale sur les faits. Il est, avec le PC esprit, je l'ai dit tout à l'heure, hostile aux accords de Munich, ce qui est vraiment, alors là, de la part d'un conservateur français, et je crois un cas unique, avec Bernanos. Alors, donc la presse, le champ intellectuel, enfin le lieu intellectuel, l'écriture et tout, littéraire même, sont évidemment des éléments qui ne peuvent pas être séparés du combat politique. Bon, après, je dirais que une différence aussi avec 38, c'est le était quand même dans un état de délabrement beaucoup plus avancé. Hein. Radical l'a abandonné. Mais du point de vue, je dirais, de la capacité à produire encore des expériences démocratiques et pas simplement des discours sur la démocratie, des expériences démocratiques, bon, je crois que le champ intellectuel, évidemment, est décisif, mais le mieux, c'est de s'en remettre aussi aux gens, si je puis dire, c'est-à-dire à la manière dont ils organisent, souvent un petit peu de manière, c'est ça qui est d'ailleurs qui est parfois dommageable, hein, c'est de manière extrêmement défiante à l'égard des institutions existantes, mais dont ils organisent leur propre, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au phénomène zadiste, pour lequel j'ai de l'intérêt, hein, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la ZAD, mais pour voir qu'en réalité, l'organisation de son espace de travail, de son espace de vie, de son espace d'expérience par des individus ou par des collectifs constitue déjà une manière de résister à la rigidification démocratique, enfin antidémocratique à l'œuvre aujourd'hui. Alors après, comment est-ce que cela... Là, la presse, effectivement, aura un rôle, parce que la presse, évidemment, a tendance, quand même, globalement, à confondre la politique au sens lato sensu avec le jeu politicien et partisan. Comment dire, la politique et la démocratie, et ça, bon, des revues comme Esprit y participent, se saisit ailleurs que dans les petites phrases, disons, du Canard enchaîné. Et engage d'autres types d'expériences qui, au moins autant que des discours, y compris celui que j'ai porté aujourd'hui, hein, au moins autant que des discours peuvent constituer des ferments de résistance à l'adversité qui vient. Merci beaucoup, Mickaël, et merci de terminer sur ce petit message d'espoir sur ce qu'on peut faire avec des modes de vie démocratiques où chacun à son échelle. Alors, pardon à ceux des auditeurs qui n'ont pas pu poser leurs questions. Ils sont très frustrés. Je les invite à lire le reste de l'île 1908. Un certain nombre
messages qui restent sont des messages de remerciement à Michael pour sa réponse très éclairante. Voilà, il me reste me joindre à eux pour un grand merci à Michael Fessel et à la Fondation Carlos Gulbenkian d'avoir organisé cette conférence. Merci Michael. Merci beaucoup à vous et merci à nos auditeurs que j'aurais aimé voir, mais là je les imagine. Merci de votre attention et de votre invitation pour la Fondation Gulbenkian. Et un grand merci à Michael Fessel et à Revue Esprit. La conférence sera en ligne avant la fin de la semaine sur la chaîne YouTube de la Fondation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir à tous.